de Roger Zelazny, le dernier rempart de Kaamelott. Les 3 malfrats qui l'arrêtèrent en cette nuit d'octobre à San Francisco n'avaient pas escompté grande résistance de la part du vieil homme, en dépit de sa grande taille. Il était bien habillé et il n'en demandait pas davantage. L'un d'eux l'aborda la main tendue. Les 2 autres se tenaient à quelques pas en arrière. « Donne-moi ton portefeuille et ta montre, Pépé, » dit le truand. « Ça t'épargnera des ennuis. » Le vieil homme étreignit sa canne, redressa les épaules, tournant la tête d'un mouvement vif, qui fit flotter sa chevelure blanche pour jauger l'adversaire. « Pourquoi ne viens-tu pas les prendre ?» Le truand amorça un pas, mais ne put le terminer. Le vieil homme avait abattu sur lui sa canne d'un mouvement si prompt qu'elle était presque invisible. Il s'écroula, frappé à la tempe gauche. Sur sa lancée, le vieil homme de sa main gauche empoigna la canne par le milieu et la plongea dans le ventre de l'homme le plus proche. Puis, comme son adversaire se pliait en 2, il le harponna de la poitrine de sa canne sous le menton, dans la partie tendre entre les mandibules. Enfin, en pleine chute, le truand fut gratifié d'un coup sur la nuque. Le 3e homme s'était avancé et avait empoigné le vieillard par le bras. Lâchant sa canne, il saisit l'agresseur par le devant de sa chemise de la main gauche. Sa ceinture de la main droite le souleva au-dessus de sa tête, le projeta sur le mur du bâtiment à sa droite. Il ajusta ses vêtements, se passa une main dans les cheveux et reprit sa canne. Il considéra un moment les 3 corps gisant à terre, puis haussa les épaules et poursuivit sa route. Il entendait rouler les véhicules sur sa gauche. Il prit à droite au prochain croisement. La lune apparut au bout des hautes maisons voisines. L'air était chargé des effluves de l'océan. Il avait plu récemment et le pavé luisait encore sous les réverbères. Il allait à pas lents, s'arrêtant de temps à autre pour examiner le contenu des devantures assombries. Au bout d'une dizaine de minutes, il atteignit une rue latérale plus animée qu'aucune des précédentes. Il y avait un drugstore encore ouvert au croisement, un petit restaurant plus loin et plusieurs devantures bien éclairées. Les passants étaient nombreux de l'autre côté de la voie. Un garçon à bicyclette passa en roue libre. Le vieil homme s'engagea dans cette rue, scrutant de ses yeux pâles tout ce qui s'offrait à sa vue. Arrivé à la moitié du bloc d'immeubles, il vit une devanture crasseuse, sur laquelle était peint le mot « voyance ». Sous ce mot figurait le contour d'une main et un éventail de cartes à jouer. La porte était ouverte. Il entra et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une femme à la toilette voyante, les cheveux noués derrière la tête par un foulard vert, était assise au fond de la pièce, fumant. Elle sourit lorsque leurs regards se croisèrent et se désigna elle-même d'un index crochu. Il lui rendit son sourire et se préparait à repartir, mais il la regarda de nouveau. Qui lui rappelait-elle ? Il consulta sa montre. Il entra dans la boutique et alla se planter devant la femme. Elle se leva, elle était petite, 1,50 m au plus. « Vous avez les yeux verts ?» observa-t-il. « La plupart des bohémiennes ont des yeux de couleur sombre. » Elle haussa les épaules. « Il faut se contenter de ce qu'on a dans la vie. Avez-vous un problème ? » « Accordez-moi un moment et j'en trouverai un, dit-il. Si je suis entré ici, c'est parce que vous me rappelez quelqu'un. Et ça me poursuit. Je ne vois pas qui ça peut être. »« Venez au fond, dit-elle, et asseyez-vous. Nous allons causer. » Il acquiesça et la suivit dans une petite arrière-salle. Un tapis oriental usé jusqu'à la corde recouvrait le plancher près du guéridon auquel il s'assit. Des affichettes zodiacales et des posters psychédéliques de nature semi-religieuse ornaient les murs.
une boule de cristal reposait sur un support dans un coin du fond, à côté d'un vase de fleurs coupées. À droite, un chat brun foncé, à poils longs, dormait sur un canapé, derrière lequel bâillait une porte donnant accès à une autre pièce. Les seules sources d'éclairage étaient une lampe bon marché sur la table et une petite chandelle dans un bougeoir de plâtre sur un guéridon recouvert d'un châle. Il se pencha pour étudier la physionomie de son hôtesse, puis hocha la tête et se cala dans son fauteuil. Elle chassa une cendre d'une chiquenaude. « Votre problème ?» demanda-t-elle. Il soupira. « Mon problème n'est pas de ceux que quiconque pourrait m'aider à résoudre. Écoutez, je pense que c'est une erreur de ma part d'être entré ici, mais je vous paierai pour ce dérangement, exactement comme pour une consultation, c'est combien ?» Il fit le geste de sortir son portefeuille, mais elle l'arrêta, d'un geste. « Est-ce que vous n'y croyez pas ?» demanda-t-elle, scrutant le visage du vieil homme. « Non, bien au contraire, je suis tout disposé à croire à la magie, à la divination, à toutes sortes de charmes et d'incantations, angéliques ou démoniaques, mais pas si ça vient d'une personne qui croupit dans un pareil taudis. » Il sourit. « Je ne voulais pas vous offenser, dit-il. » Il entendit un sifflement insistant qui semblait venir de la pièce à côté. « N'en parlons plus, dit-elle. Mais mon au bout. Je l'avais oublié. Voulez-vous prendre du thé avec moi? Les tasses sont lavées, c'est gratuit. Les affaires ne vont pas. » D'accord. Elle se leva et quitta la pièce. Il jeta un coup d'œil à la porte sur le devant, mais s'adossa confortablement, ses grandes mains aux veines bleues reposant sur les bras rembourrés du fauteuil. Puis il flaira quelque chose, les narines dilatées, la tête dressée, comme s'il reconnaissait un parfum à demi familier. Elle revint avec le plateau, le posa sur le guéridon. Le chat remua, regarda le plateau, les yeux mi-clos, s'étira, referma les yeux. « De la crème et du sucre ? » ?»« Oui, merci, un morceau. » Elle plaça les 2 tasses devant lui sur la table. « Prenez une tasse. » Il sourit et choisit celle qui était à sa gauche. Elle posa un cendrier au milieu de la table et regagna son fauteuil, mettant l'autre tasse devant elle. « Ce n'était pas nécessaire, dit-il, posant ses mains sur la table. » Elle haussa les épaules. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi me feriez-vous confiance? Et vous avez probablement beaucoup d'argent sur vous. » Il la dévisagea de nouveau. Apparemment, elle avait allégé quelque peu son maquillage pendant qu'elle était dans la pièce du fond. La forme de la mâchoire, le front. Il détourna les yeux, prit une petite gorgée de thé. « C'est du bon thé, pas en sachet, merci. »« Ainsi donc, vous croyez à toute forme de magie, dit-elle, buvant à son tour. »« Oui, à certaines formes. Y a-t-il une raison spéciale à cela? Leur efficacité. Par exemple, il fit un geste vague de la main gauche. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vu des choses étranges. Et vous n'avez pas de problème. » Il eut un rire étouffé. « Vous êtes toujours décidé à me donner une consultation? Très bien. Je vais vous parler un peu de moi et vous révéler le souhait que je forme en ce moment même. Et vous me direz s'il sera exaucé. D'accord? J'écoute. Je suis acheteur pour une grande galerie d'art en Orient, expert en matière d'objets anciens précieux. Je suis ici pour assister à une vente aux enchères de tels objets provenant du patrimoine d'un collectionneur privé. Je dois examiner les pièces demain. Naturellement, j'espère y trouver une chose de valeur. Quelles sont mes chances à cet égard d'après vous? Donnez-moi vos mains. » Il les tendit, paumes au-dessus. Elle se pencha pour les examiner. Immédiatement, elle leva les yeux vers lui. « Vous avez d'innombrables racettes aux poignets. Vous semblez en avoir vous-même en bonne quantité. » Elle croisa un instant le regard du vieil homme, puis reporta son attention sur ses mains. Il regarda qu'elle avait pâli sous ce qui lui restait de maquillage et que sa respiration était devenue irrégulière. « Non, » dit-elle finalement en se reculant, « vous n'allez pas trouver ici ce que vous cherchez. »
Sa main tremblait légèrement tandis qu'elle levait sa tasse. Il fronça les sourcils. « Et pour blaguer, dit-il, que je vous ai posé cette question. Il n'y a pas de quoi se bouleverser, je doutais d'ailleurs de trouver que je cherche vraiment. » Elle secoua la tête. « Dites-moi votre nom. »« J'ai perdu mon accent, dit-il, mais je suis français, je m'appelle Dulac. » Elle le regarda dans les yeux et se mit à battre des paupières. « Non, dit-elle, non. »« Si, j'en ai peur, et vous ?»« Madame l'a fait. Je viens de repeindre mon enseigne. La peinture n'est pas encore sèche. » Il partit d'un rire qui s'étouffa aussitôt dans sa gorge. « J'y suis, je sais qui vous me rappelez. Vous aussi, vous me rappeliez quelqu'un. Et maintenant, moi aussi, je sais. » Les yeux se gonflèrent de larmes, son mascara coula. « Ce n'est pas possible, dit-il, pas dans un pareil endroit. »« Mon très cher, dit-elle d'une voix douce. » Elle porta la main droite du vieil homme à ses lèvres, paraissant suffoquer un instant, puis poursuivit. « J'avais cru être la dernière et que vous étiez enterré à Joyeux-Garde. Je n'aurais jamais imaginé cet endroit, ajouta-t-elle en désignant la pièce, histoire de m'amuser et de passer le temps, l'attente. Elle s'interrompit, baissa la main. « Parlez-moi, dit-elle. »« L'attente ? Mais l'attente de quoi ? » ?»« De la paix, dit-elle. C'est le pouvoir de mon art qui m'a maintenu ici-bas tant de longues années. Mais vous, comment avez-vous fait ? » ?»« Moi ?» Il prit une gorgée de thé, promena ses regards sur la pièce. « Je ne sais pas par où commencer, dit-il. J'ai survécu aux batailles finales. J'ai vu le royaume coupé en deux. Impuissant, j'ai fini par quitter l'Angleterre. J'ai erré, offrant mes services à de nombreuses cours. Puis, après avoir changé de nom à maintes reprises, j'ai constaté que je ne vieillissais pas, ou que je ne vieillissais que très très lentement. Je suis allé en Inde, en Chine, j'ai servi pendant les croisades, je suis allé partout. Je me suis entretenu avec des magiciens et des mystiques, charlatans pour la plupart, quelques-uns doués du pouvoir, aucun n'ayant la stature de Merlin. Et ce que j'en étais venu à croire m'a été confirmé par l'un d'eux, et c'était pourtant un homme, plus qu'à moitié charlatan. Il s'interrompit et termina son thé. « Vous êtes sûr de vouloir entendre toute l'histoire ?» demanda-t-il. « Oui, je veux l'entendre, mais je vais d'abord vous rapporter du thé. » Elle revint avec le thé. Elle alluma une cigarette et se cala dans son fauteuil. « Continuez. » « J'ai décidé que c'était le péché que j'avais commis, dit-il, avec la reine. Je ne comprends pas. J'ai trahi mon suzerain, qui était aussi mon ami, et nulle trahison ne pouvait lui porter un coup plus cruel. Mon amour l'a emporté sur l'amitié et la loyauté, et même aujourd'hui, il l'emporte encore. Je ne puis me repentir. Je ne puis donc être pardonné. Nous vivions des temps étranges, magiques, en un pays promis à un prestige mythique. Le royaume était alors le champ d'action, de puissance, de force, qui ont maintenant délaissé la terre. Comment et pourquoi, je ne sais. Mais vous savez que c'est vrai. Et moi, d'une certaine manière, je fais corps avec ces choses qui ne sont plus, et les lois qui gouvernent mon existence ne sont pas les lois naturelles de notre monde. Je crois que je ne puis mourir, que mon sort, ma punition, errer par le monde jusqu'à ce que j'aie mené la quête à son terme. Je crois que je ne connaîtrai de repos que le jour où j'ai trouvé le Saint Graal. Giuseppe Balsamo, avant d'être connu sous le nom de Cagliostro, a entrevu cela et m'en a dit exactement ce que j'en avais pensé. Pourtant, je ne lui en avais jamais soufflé mot. C'est ainsi que j'ai parcouru et parcours le monde en vue de ma quête. Non plus maintenant en qualité de chevalier ou de soldat, mais comme expert. J'ai visité presque tous les musées du monde, examiné toutes les grandes collections privées. Jusqu'à ce jour, le Graal m'a échappé. Mais vous êtes vraiment un peu vieux à présent pour vous battre. Il grogna. Je n'ai jamais perdu, dit-il tout sec. En 10 siècles, je n'ai jamais été vaincu lorsque j'ai dû me battre.
J'ai vieilli, c'est vrai, mais la moindre menace me restitue intégralement ma force d'antan. Hélas, que je cherche ou que je me batte, je n'ai jamais découvert ce qu'il me faut trouver. Je sens que je ne suis pas pardonné, ce qui me condamne, tel le juif errant, à vagabonder jusqu'à la fin du monde. Elle baissa la tête. « Et vous dites que je ne vais pas le trouver demain ? » ?»« Vous ne le trouverez jamais, » dit-elle d'une voix douce. « Vous avez vu ça dans ma main ?» Elle fit non de la tête. « Votre histoire est captivante et votre théorie originale, dit-elle. Mais Cagliostro était un parfait charlatan, futé, au demeurant. Vous avez dû vous trahir de quelque façon et le mettre sur la voie, mais il avait tort. Je dis que vous ne trouverez jamais, mais non parce que vous en êtes indigne, et que vous n'avez pas été pardonné. Non, absolument pas. On ne vit jamais homme plus loyal que vous. Ne savez-vous pas qu'Arthur vous a pardonné ? C'était un mariage de convenance, comme ils sont pratiqués si souvent, vous le savez. Vous avez donné à votre amante qu'il ne pouvait lui donner. Il n'y avait là que tendresse, il l'a compris. Le seul pardon qui vous manque, celui qui vous a été refusé durant toutes ces longues années, c'est le vôtre. Non, vous ne subissez pas un sort funeste. Ce sont vos propres sentiments qui vous ont conduit à assumer une quête impossible, l'équivalent d'un total refus de pardon. Mais c'est sur une fausse piste que vous avez enduré des siècles de souffrance. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit que ceux du vieil homme étaient durs, comme des éclats de glace ou des gemmes, mais elle soutint son regard et poursuivit. Il n'existe pas. Il n'existait pas en ce temps et il n'a probablement jamais existé de Saint Graal. Mais je l'ai vu, dit-il, le jour où il a circulé dans la salle de la table ronde. Nous l'avons tous vu. Vous avez cru le voir. Il m'en coûte de détruire une illusion qui a triomphé de toutes épreuves du temps. Mais il le faut. Je suis désolé. Le royaume était alors en effervescence. Les chevaliers rongeaient leurs freins et se désintéressaient de la communauté. En 1 an, 6 mois peut-être, tout se serait effondré. Tout ce qu'Arthur s'était acharné à construire. Il savait que plus longtemps Camelot tiendrait, plus longtemps son nom se perpétuerait, plus ses idéaux s'en trouveraient affermis. Alors il prit une décision purement politique. Il fallait trouver quelque chose pour cimenter le royaume. Il fit appel à Merlin, déjà à moitié fou, et pourtant assez perspicace pour voir ce qu'il fallait et pour le susciter. La quête était née. Les pouvoirs de Merlin créèrent l'illusion que vous avez vue ce jour-là. C'était un mensonge, oui, mais un glorieux mensonge. Et par la suite, il a servi à vous unir tous en une fraternité au nom de la justice et de l'amour. Il est entré dans la littérature à glorifier la noblesse d'âme et les plus hautes valeurs de notre culture. Il a rempli son rôle, mais en réalité, jamais il n'a existé. Vous avez poursuivi une chimère, je suis désolé, Lancelot, mais je n'ai aucune raison de vous mentir. Je m'y connais en fait de magie, et ce que j'ai vu ce jour-là, est bien de la magie. C'est ainsi que les choses se sont passées. Il resta longtemps silencieux, puis éclata de rire. « Vous avez réponse à tout, dit-il. Je pourrais presque vous croire si vous pouviez seulement me dire encore une chose. Pourquoi suis-je ici? Pour quelle raison? Par quel pouvoir? Comment se fait-il que j'ai été maintenu en vie pendant la moitié de l'ère chrétienne, alors que les autres vieillissent et meurent en quelques années? Pouvez-vous me révéler maintenant ce que Cagliostro ne pouvait me dire? Oui, dit-elle. Je crois que j'en suis capable. Il se leva et commença à arpenter la pièce. Le chat effrayé sauta du canapé pour se réfugier dans la chambre de derrière. Le vieil homme se baissa pour attraper sa canne. Il se dirigea vers la porte. « Je pense que ça valait la peine d'attendre 1 millier d'années pour vous voir céder à la peur, dit-elle.
Il s'arrêta. « Vous êtes injuste, répondit-il. « Je le sais. À présent, voulez-vous venir vous rasseoir ?» Il s'exécuta, redevenu souriant. « Dites-moi, comment voyez-vous ça ? C'est sur vous que Merlin a jeté son dernier charme. Voilà comment je vois ça. » « Merlin ? Moi ? Pourquoi ? » On raconte que Nimue, entraîné dans les bois par le vieux bouc, a dû employer contre lui l'un de ses propres charmes pour se défendre, un charme qui l'a endormi pour toujours dans un coin perdu. Il s'agit bien du sort magique auquel je pense alors que cette rumeur contient une part d'inexactitude. Pas de contre-charme, c'est vrai, mais l'effet de l'enchantement ne doit pas être un sommeil éternel. Merlin doit se réveiller au bout d'un millénaire environ. J'ai idée que son dernier acte conscient de magicien, avant de s'endormir, a été de faire en sorte que vous soyez à disposition à son retour. Admettons. Mais pourquoi aurait-il besoin de moi ? Pourquoi me voudrait-il auprès de lui ? Si je devais voyager dans un temps inconnu, je serais heureuse d'y trouver un allié une fois que j'y suis parvenue. Si j'avais le choix, je voudrais que ce soit le plus grand champion du jour. Merlin, dit-il songeur, il n'est pas impossible que vous disiez vrai. Excusez-moi, mais vous venez de chambouler toute une existence du début jusqu'à la fin. Si vous dites vrai, j'en suis certaine. Si vous dites vrai un millénaire, dites-vous ? À peu près. Alors, le moment est venu ou presque ? Je sais, je ne crois pas que ce soit un hasard si nous nous sommes rencontrés ce soir. Vous êtes destiné à le rencontrer lui-même à son réveil, qui ne saurait tarder. Mais il était écrit que vous deviez d'abord tomber sur moi, afin d'être prévenu. Prévenu ? Et prévenu de quoi ? Il est fou, Lancelot. Nous avons été nombreuses à éprouver un grand soulagement lorsqu'il a disparu. Si des conflits n'avaient pas finalement coupé le royaume en deux, c'est sans doute par sa faute qu'il aurait été démembré. J'ai peine à vous croire. Ce fut toujours un homme étrange, mais qui peut se flatter de bien comprendre un sorcier. Et à la fin de sa vie, effectivement, il paraissait à moitié dérangé pour le moins. Mais il ne m'a jamais fait l'effet d'un homme malfaisant. Et il ne l'était pas. Sa morale était la plus dangereuse de toutes. C'était un idéaliste qui manquait de jugement. En un temps et en un lieu plus primitif, et avec un instrument serviable comme Arthur, il a pu créer une légende. Aujourd'hui, en un siècle d'armement démentiel, il pourrait, disposant du chef qu'il faut pour lui tirer les marrons du feu, déclencher une catastrophe mondiale. Il verrait une injustice quelque part et il forcerait son homme à tout faire pour la corriger, cela au nom du même noble idéal qu'il a toujours servi, et avant de pouvoir en évaluer les conséquences, ce serait inévitable, même s'il était sain d'esprit. Il n'a aucune notion des relations internationales modernes. Que faire ? Quel est mon rôle dans toute cette affaire ? Je pense que vous devriez regagner l'Angleterre pour être présent à son réveil, pour voir ce qu'il veut exactement, pour essayer de le raisonner. Je ne sais pas. Comment faire pour le trouver ? Vous m'avez bien trouvé. À l'heure voulue, vous serez à l'endroit voulu, j'en suis certaine. C'est écrit. Ce sera même probablement un effet de son charme. Cherchez-le, mais ne lui faites pas confiance. Je ne sais pas, Morgane, dit-il, regardant le mur sans le voir. Je ne sais pas. Vous avez attendu tout ce temps et vous vous dérobez maintenant que tout est sur le point de se dénouer ? Vous avez raison, en tout cas sur ce point. Il joignit les mains, les leva et appuya son menton. Que ferais-je s'il revenait vraiment ? Je n'en sais rien. Essayez de le raisonner, oui. Avez-vous un autre conseil à me donner ? Être là, c'est tout. Vous avez étudié ma main, vous avez le don. Qu'avez-vous vu ? Elle tourna la tête. Il y a incertitude, dit-elle. La nuit, il rêva des temps lointains comme cela lui arrivait parfois.
Il était assis autour de la grande table, comme en ce jour-là. Gauvin était là, Perceval aussi, Galahad, souvenir cruel. C'était une journée différente des autres. Il y avait de l'électricité dans l'air, la tension qui précède l'orage. Merlin se tenait à l'extrémité de la salle, les mains enfouies dans les manches de sa longue robe, chemins et barbes hirsutes, blancs comme neige, yeux pâles fixés sur quoi? Nul n'aurait su le dire. Au bout d'un temps, échappant au temps, une lueur rougeâtre apparaissait près de la porte. Tous les regards se tournaient vers elle. Son éclat s'avivait tandis qu'elle circulait lentement dans la salle. C'était une lumière sans contour défini, de suaves parfums et des bribes d'une douce mélodie flottaient dans l'air. Peu à peu, une forme se dessinait au centre de la lueur, l'image d'un calice. Il se sentait soulevé et suivait cette image dans sa lente progression d'un bout à l'autre de la grande salle, l'approchant silencieusement et délibérément, un peu comme s'il se déplaçait sous l'eau, tendant la main pour s'en saisir. Ayant pénétré le cercle lumineux et visant son centre, sa main approchait la coupe devenue flamboyante et passait au travers. Aussitôt la lumière pâlissait. Les contours du calice devenaient flous et ils se désagrégeaient, s'estompant jusqu'à disparaître. Un bruit comme un roulement retentissait dans de multiples échos dans la salle, un bruit de rire. Il se tournait vers ses compagnons. Assis autour de la table, il l'observait en riant. Merlin lui-même trouvait moyen de rire sous cape. Soudain, brandissant sa large épée, il s'avançait à grands pas vers la table. Les chevaliers qui étaient à sa portée se dérobaient tandis qu'il abattait son arme d'un coup violent. La table se fendait en deux et s'écroulait. La salle tremblait sous le choc. Le tremblement persistait. Des pierres se détachaient des murs, une poutre tombait. Il levait le bras. Tout le château commençait à s'écrouler autour de lui, mais les rires n'en continuaient pas moins. Il se réveilla tout en sueur et resta immobile un long moment. Le matin, il prit un billet pour Londres. Ce soir-là, comme il marchait, la cape à la main, il fut soudain accompagné par 2 des 3 bruits qui produisent les éléments du monde. Il parcourait à pied la Cornouaille depuis une douzaine de jours, sans trouver d'indice de ce qu'il cherchait. Il s'était donné 2 jours de plus avant de s'avouer vaincu de quitter la région. Assailli par le vent et la pluie, il forçait le pas. Les étoiles, à peine apparues, étaient étouffées par des masses de nuages et des nappes de brouillard, ombres, spectrales, poussaient de chaque côté comme des champignons. Il marchait sous les arbres, s'arrêtait, repartait. « Je n'aurais pas dû rester dehors aussi tard », murmura-t-il. Et il ajouta, après plusieurs arrêts, « Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. » Puis, faisant halte sous un arbre, il rit dans sa barbe. Il ne pleuvait pas fort, ce n'était qu'une bruine ténue. Une tache lumineuse à faible hauteur indiquait l'emplacement de la lune voilée. Il s'essuya le visage et remonta son col, prit un instant pour étudier la position de la lune. Au bout d'un moment, il bifurqua à droite. Il entendait au loin un faible roulement de tonnerre. Le brouillard allait s'épaississant autour de lui, des feuilles détrempées giclaient sous ses pas. Un animal dont il ne put évaluer la taille jaillit d'un bosquet d'arbustes, près d'un amas rocheux, et étala dans la nuit. 5 minutes, 10, il pesta en sourdine. La pluie avait redoublé. Ce rocher, l'avait-il déjà vu? Il avait décrit un cercle complet. Aucune direction ne l'attirait plus qu'une autre. Il en choisit une au hasard et reprit sa marche. Puis, dans le lointain, il distingua une étincelle, une lueur, une lumière vacillante. Elle disparaissait et réapparaissait périodiquement au gré de ses mouvements. Il se dirigea vers elle. Au bout d'environ 30 secondes,
Elle avait encore disparu, mais il continua au juger dans sa direction. Il entendit un autre roulement de tonnerre, plus fort cette fois. Il en était venu à penser que ce n'avait été qu'une illusion ou un phénomène éphémère de la nature lorsqu'il se produisit quelque chose de nouveau dans la même direction. Un mouvement, celui d'une ombre dans une ombre, qui avançait lentement au pied d'un grand arbre. Il ralentit, s'approchant avec précaution. Là! Une forme se détacha d'une zone d'ombre devant lui, à sa gauche. D'apparence humaine, elle se déplaçait d'un pas lent et lourd en faisant craquer sous elle le sol de la forêt. Un rayon de lune égaré l'effleura. Dans l'air chargé d'humidité, elle paraissait jaune avec le poids du métal. Il s'arrêta. Ce qu'il venait de voir sur son chemin, c'était, semble-t-il, un chevalier armé de pied en cap. Il n'avait pas vu pareil spectacle depuis une éternité. Il secoua la tête et écarquilla les yeux. La forme humaine s'était arrêtée elle aussi. De la main droite, elle lui fit signe de venir, puis fit demi-tour et repartit. Elle hésita un instant, puis la suivit. Il prit à gauche sur un sentier traître, rocheux et glissant, descendant en pente douce. Il s'aidait maintenant de sa canne pour assurer sa marche. Il réussit même à gagner du terrain sur la forme en armure qui avançait d'un pas régulier, cela au point d'entendre clairement le bruit métallique qu'elle faisait en marchant. Puis elle disparut, avalée par des ténèbres plus épaisses encore. Il parvint à l'endroit où elle s'était évanouie. Il se trouvait à l'abri d'une grande masse rocheuse qu'il explora de sa canne. Il tapota méthodiquement la surface qui se présentait à lui, jusqu'au moment où la canne s'enfonça. Il la suivit. Une ouverture s'offrait à lui, une crevasse. Il dut se tourner de côté pour y pénétrer, mais à ce moment, il vit briller de tout son éclat, pendant quelques secondes, la lumière, déjà entrevue. Le passage en pente descendante qu'il suivait s'élargit et s'incurva en épingle à cheveux. Il s'arrêta à plusieurs reprises pour écouter, mais sans entendre autre chose que sa propre respiration. Sortant son mouchoir, il s'en essuya soigneusement le visage et les mains. Il le passa sur son manteau pour en enlever l'humidité, rabaissa son col. Il racla la boue et les feuilles qui souillaient ses chaussures. Il ajusta ses vêtements, puis d'un pas assuré, il prit un dernier tournant et entra dans la grotte. Elle était éclairée par une petite lampe à pétrole que soutenaient 3 chaînes délicates, le plafond étant dans les ténèbres. Le chevalier jaune se tenait contre le mur du fond. Sur une natte de crin végétal recouvrant un socle de pierre placé juste au-dessous de la lampe, reposait un vieillard en haillons. Sa face barbue était à demi masquée par des ombres. Lancelot s'approcha du vieillard. Il vit alors que les yeux sombres, usés par l'âge, étaient ouverts. « Merlin ?» murmura-t-il. Il entendit un faible sifflement et comme un léger croissement. En ayant décelé la source, il se pencha plus près du vieil homme. L'élixir, dans la roche argileuse, sur le rebord, au fond, murmura la voix rocailleuse. Il se mit en quête d'un rebord, d'un récipient. « Savez-vous où c'est ?» demanda-t-il au chevalier jaune. Ce dernier resta muet, figé comme une pièce de musée. Il lui tourna le dos et poursuivit ses recherches. Au bout d'un moment, il repéra l'endroit. Plutôt qu'un rebord, c'était une niche creusée dans le mur, enveloppée d'ombre. Du bout des doigts, il palpa les contours du récipient et le souleva doucement. Un liquide s'y agitait. Il en essuya le bord sur sa manche une fois revenu à la zone éclairée.
Le vent s'engouffrait dans l'entrée de la grotte avec un sifflement et il croyait sentir la faible vibration du tonnerre. Glissant une main sous les épaules du vieillard, il le souleva. Le regard de Merlin, semble-t-il, n'était pas encore accommodé. Il lui mouilla les lèvres avec le liquide. Le vieillard les lécha, puis, au bout de quelque temps, ouvrit la bouche. Lancelot lui administra la potion par petites gorgées espacées. Merlin lui fit signe de le recoucher, Lancelot s'exécuta. Il jeta encore un coup d'œil sur l'armure jaune, mais elle n'avait pas bougé pendant tout ce temps. Il reporta son attention sur l'enchanteur et vit dans ses yeux une lueur nouvelle. Le vieillard l'étudiait avec l'ébauche d'un sourire. « Ça va mieux ?» Merlin fit oui de la tête. Au bout d'une minute, ses joues se teintèrent. Il se souleva sur le coude pour s'asseoir et prit le cruchon. Il le porta à ses lèvres et but de grandes gorgées. Il resta assis immobile quelques minutes. Ses mains décharnées, auxquelles la lueur de la bougie donnait un aspect cireux, devinrent plus colorées, plus pleines. Ses épaules se redressèrent. Il posa la cruche sur le lit à côté de lui et tendit les bras. La première fois, ses articulations craquèrent, mais non la seconde fois. Il sortit ses jambes du lit et lentement se mit debout. Il avait une bonne tête de moins que Lancelot. « Le tour est joué, » dit-il, sondant les ténèbres de la grotte. « Naturellement, il s'est passé bien des choses. »« Il s'est passé bien des choses, » répondit Lancelot. « Tu as vécu tout cela ? Dis-moi, le monde est-il devenu meilleur ou pire qu'au jadis ? Meilleur à certains égards, pire à d'autres égards, différent. Meilleur en quel sens ? On s'est ingénié à rendre la vie plus facile, et la somme des connaissances humaines s'est accrue considérablement. Et pire en quel sens ? Le monde est beaucoup plus peuplé. En conséquence, il y a beaucoup plus de victimes de la pauvreté, de la maladie, de l'ignorance. Le monde lui-même a subi de graves dégradations du fait de la pollution et d'autres atteintes à l'équilibre naturel. Des guerres ? On se bat toujours quelque part. Ils ont besoin d'aide ? Peut-être, ce n'est pas sûr. Merlin se retourna et le regarda dans les yeux. Que veux-tu dire ? Les gens n'ont pas changé. Ils sont aussi irrationnels, et irrationnels qu'au temps jadis. Ils sont aussi moraux et respectueux de la loi, et aussi peu que jamais. Je crois que l'acquisition de tant de connaissances nouvelles, le développement de tant de situations nouvelles, n'ont pas modifié fondamentalement la nature de l'homme pendant votre sommeil. Vous n'y changerez rien, quoi que vous fassiez. Peut-être arriverez-vous à modifier certains aspects de l'époque actuelle, mais serait-il vraiment opportun d'intervenir ? Il s'est créé aujourd'hui une telle interdépendance de toutes choses que vous-même seriez incapable de prévoir toutes les conséquences de vos initiatives. Vous pourriez faire plus de mal que de bien, et quoi que vous fassiez, la nature de l'homme demeurera inchangée. Je ne te reconnais pas, Lance. Tu n'étais pas homme à philosopher au temps jadis. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, et moi pour rêver. La guerre est ton métier, Lance. Ne cherche pas autre chose. J'ai abandonné cela depuis longtemps. Alors que fais-tu maintenant ? Je suis expert en objets d'art. Merlin se tourna, but de nouveau. Il semblait irradier une énergie farouche lorsqu'il se retourna. Et ton serment de redresser les torts, de punir les méchants. Plus j'ai vécu, plus il m'a été difficile de déterminer ce qui est un tort et qui est méchant. Si vous m'éclairez à cet égard, peut-être pourrais-je reprendre le collier. Galahad ne m'aurait jamais parlé sur ce ton. Galahad était jeune, naïf, confiant. Ne me parlez pas de mon fils. Lancelot, Lancelot, lui dit Merlin en posant la main sur son bras. Pourquoi cette amertume envers un vieil ami qui n'a rien fait depuis 1000 ans ? Je voulais jouer carte sur table.
Je craignais de vous voir envisager quelque action irréversible susceptible de modifier de manière fatale l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Je veux que vous sachiez que je refuserai d'y participer. Reconnais que tu ne sais pas ce que je pourrais faire, de quoi je suis capable. Volontiers, c'est pourquoi je vous crains. Que voulez-vous faire au juste? Rien, pour commencer. Je me contenterai de regarder autour de moi, de constater par moi-même certains des changements dont tu m'as parlé. Ensuite, je déciderai quels sont les torts à redresser, qui doit être puni et qui seront mes champions. Je t'en ferai part, et alors tu pourras reprendre le collier, comme tu dis. Lancelot soupira. C'est aux moralistes que la preuve incombe. Votre jugement ne suffit plus. Mon Dieu, qu'il est triste d'avoir attendu si longtemps une telle rencontre pour m'entendre dire que tu n'as plus foi en moi. Déjà mes pouvoirs commencent à me revenir, Lance. Ne sens-tu pas la magie dans l'air? Je sens une chose que je n'ai pas sentie depuis bien longtemps. Ces siècles de sommeil ont fait œuvre de roboratif, ont été bénéfiques. En fait, je vais bientôt être plus fort que je n'ai jamais été. Peux-tu douter que je sois capable de renverser le flot du temps? Je doute que quiconque puisse en bénéficier. Écoutez, Merlin, je suis désolé. Il me déplaît que nous en soyons arrivés là. Mais j'ai vécu trop longtemps, j'ai vécu trop de choses. Je sais trop comment fonctionne le monde aujourd'hui pour m'en remettre à l'opinion d'un seul homme sur la manière de le sauver. Renoncez-y. Vous êtes un être mystérieux, vénéré, légendaire. Je ne sais pas ce que vous êtes au juste. Mais renoncez à mettre votre pouvoir au service d'une quelconque croisade. Trouvez autre chose cette fois-ci. Faites-vous médecin et combattez la douleur, ou bien peintre, ou encore professeur d'histoire antiquaire, Dieu. Faites-vous le censeur de nos sociétés, dénoncez-en les maux pour aider les gens à s'en corriger par eux-mêmes. Crois-tu vraiment que je pourrais me satisfaire de l'une quelconque de ces occupations? Nombreuses sont les occupations dont les hommes se satisfont. C'est de l'homme seul que cela dépend, pas des choses. Tout ce que je vous conseille, c'est de vous abstenir d'user de vos pouvoirs pour tenter de quelque façon que ce soit d'effectuer des changements sociaux par la violence, comme nous le faisions jadis. Quels que soient les changements intervenus, le plus grand tour que le temps nous ait joué est de t'avoir, ô ironie, transformé en pacifiste. Vous vous méprenez sur mon compte. À vous, tu en es venu à craindre le choc des armes. Un expert en objets d'armes, quel beau chevalier tu fais! Un chevalier égaré en un temps et en un lieu qui ne sont pas faits pour lui, Merlin. L'enchanteur haussa les épaules et se détourna. Eh bien, soit. Tu as bien fait de me dire tout cela sans tarder, et je t'en ségrerai un moment. Merlin se dirigea vers le fond de la grotte, et il réapparut bientôt, métamorphosé. Il portait des vêtements frais et paraissait plus propre, plus soigné. Ses cheveux et sa barbe avaient maintenant l'air gris plutôt que blanc. Son pas était ferme, assuré. Il avait un bâton dans la main droite, mais ce n'était pas pour se soutenir. « Viens faire un tour avec moi, » dit-il. « La nuit est si mauvaise. Ce n'est pas celle que tu as laissée derrière toi. Qui mieux est, ce n'est plus le même lieu. » En passant devant l'armure, il claqua des doigts près de la visière. La forme jaune fit entendre un seul craquement et se mit en marche pour les suivre. « Qui est-ce » Merlin sourit. « Personne. » Allongeant le bras derrière lui, l'enchanteur souleva la visière. Le casque était vide. « C'est le produit d'un enchantement. Il est animé par un esprit un peu balourd, malheureusement. C'est pourquoi je ne lui ai pas fait confiance pour m'administrer ma potion. Mais à part ça, c'est un parfait serviteur, contrairement à certains autres. D'une force et d'une rapidité incroyables. Même dans la force de l'âge, tu ne l'aurais pas battu. Je n'ai rien à craindre quand il m'accompagne. Viens, je voudrais te montrer quelque chose. Très bien.
Lancelot suivit Merlin et le creux chevalier. Ils sortirent de la grotte. La pluie avait cessé, la nuit était très calme. Ils se trouvaient sur une plaine illuminée par un incroyable clair de lune, sous lequel des nappes de brume flottaient au-dessus des herbes étincelantes. Des formes estompées se dressaient dans le lointain. « Excuse-moi, » dit Lancelot, « j'ai oublié ma canne. » Il fit demi-tour pour regagner la grotte. « Oui, vieil homme, va la chercher, » répondit Merlin. « Déjà tes forces déclinent. » Lancelot réapparut s'appuyant sur sa canne et promenant sur la plaine un regard de myope. « Par ici, » dit Merlin. « C'est là que tes questions trouveront leur réponse. Je vais essayer de ne pas marcher trop vite pour éviter de te fatiguer. » « Me fatiguer ?» Le magicien rit dans sa barbe et s'engagea sur la plaine. Lancelot le suivit. « Tu ne te sens pas un peu lasse ?» demanda Merlin. « Oui, c'est vrai. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?»« Bien sûr. J'ai mis fin à l'enchantement qui t'a protégé pendant toutes ces années. Ce que tu ressens maintenant, ce sont les premiers symptômes de ton âge réel. Il va lui falloir quelque temps pour te rattraper, pour triompher des résistances naturelles de ton corps. Mais il est en route. Pourquoi me faites-vous ça ? Parce que je t'ai cru lorsque tu m'as dit ne pas être un pacifiste. Et tu m'as parlé avec assez de véhémence pour me faire craindre que tu n'ailles jusqu'à te dresser contre moi. Je ne pouvais le tolérer, car je savais que tu avais conservé ta force d'autrefois, prête à répondre à ton appel. Même un sorcier craindrait cela. J'ai donc fait le nécessaire. Cette force est mon pouvoir qui l'a perpétuée. Sans lui, elle s'écoule de toi. L'idéal eût été de reprendre le travail ensemble, mais j'ai vu que c'était impossible. Lancelot trébucha, se rattrapa, repartit en traînant la jambe. Le creux chevalier marchait à droite de Merlin. « Vous prétendez poursuivre une fin noble, » dit Lancelot, « mais je ne vous crois pas. C'était peut-être vrai jadis, mais ce ne sont pas seulement les temps qui ont changé. Vous n'êtes plus le même. Vous ne vous en rendez pas compte ?» Merlin se gonfla les poumons, puis expulsa son haleine en vapeur. « Peut-être est-ce mon héritage, dit-il. Mais je plaisantais. Bien sûr, j'ai changé, comme tout le monde. Tu en es un exemple frappant. Ce que tu considères comme une dégradation chez moi n'est que la pointe d'un conflit irréductible qui a pris corps entre nous au cours de notre métamorphose. Moi, je suis resté fidèle aux vrais idéaux de Camelot. » Les épaules de Lancelot s'étaient voûtées, sa respiration était devenue plus profonde. Il voyait grandir les formes qui se dessinaient devant eux. « Mais je connais cet endroit, dit-il, d'une voix entrecoupée. Et pourtant, je ne le reconnais pas. Ton Edge n'est pas comme ça aujourd'hui. Même du temps d'Arthur, il n'avait pas cette perfection. Comment sommes-nous arrivés ici? Que s'est-il passé ?» Il s'arrêta pour souffler et Merlin fit de même par obligeance. « Cette nuit, dit l'enchanteur, nous sommes passés d'un monde à un autre. Ce que tu vois ici, c'est un coin du royaume des fées, le vrai Stonehenge, lieu sacré. J'ai distendu les limites des mondes pour amener celui-ci en ce lieu. Si je voulais être méchant, je pourrais le renvoyer à sa place avec toi dedans, et tu y serais comme un éternel naufragé. Mais il vaut mieux que tu connaisses une sorte de paix. Viens. » Lancelot le suivit d'un pas chancelant en direction du grand cercle de pierre. Une très légère brise soufflait de l'ouest, chassant les nappes de brume. Que voulez-vous dire, connaître une sorte de paix? Pour me restituer le plein usage de mes pouvoirs et les amplifier, il faut qu'un sacrifice soit célébré en ce lieu. Alors vous m'aviez réservé ce sort dès l'abord? Non, Lancelot, pas à toi. N'importe qui aurait fait l'affaire, mais il faut dire que tu t'y prêtes magnifiquement. Ce n'aurait pas été toi si tu avais choisi de m'assister. Tu peux encore te raviser. Si je le faisais, me trouveriez-vous digne de vous seconder? C'est un bon argument.
Alors pourquoi insister, sinon par une cruauté mesquine? C'est exact, mais tu m'as exaspéré. Lancelot s'arrêta une fois de plus lorsqu'il parvint à la périphérie du cercle. Il considéra les massifs pierres levées. « Si tu ne veux pas y rentrer de bon cœur, dit Merlin, mon serviteur se fera un plaisir de t'aider. » Lancelot cracha par terre, se redressa légèrement et lança un regard furieux. « Croyez-vous que je craigne une armure vide dont un marionnettiste issu des enfers tire les ficelles? Même à présent, Merlin, privé du secours de votre sorcellerie, je pourrais mettre en pièces cette ferraille. » Le magicien éclata de rire. « Je vois que tu n'as pas oublié les rodomontades de la chevalerie. C'est tout ce que tu en as retenu, mais c'est déjà ça. J'ai presque envie de te concéder cette occasion de te battre. En somme, peu importe comment tu trépasseras, seul compte les préliminaires. Mais vous hésitez à exposer votre serviteur? Tu crois ça, vieillard? Je doute que tu puisses seulement supporter le poids d'une armure, sans parler de brandir une lance. Mais si tu veux essayer, libre à toi. » Il frappa 3 fois le sol du pommeau de son bâton. « Entre, dit-il. Tu trouveras tout ce qu'il te faut et je suis heureux de ta décision. Tu étais insupportable, tu sais. Pour la première fois de ma vie, j'ai éprouvé une furieuse envie de te voir battu, écrasé, ravalé au rang d'un vulgaire mortel. Mon seul regret est que la reine ne soit pas là pour assister au dernier combat de son champion. »« Je le regrette aussi, » dit Lancelot, pénétrant dans le cercle. Un étalon noir attendait, les rênes maintenues en place sous une pierre. Des éléments d'armure, une lance, une épée et un bouclier étaient appuyés contre un dolmen. En un point du cercle diamétralement opposé, un étalon blanc attendait le creux chevalier. « Je regrette de ne pas avoir pu te fournir un page ou un écuyer pour t'assister, » dit Merlin, ayant contourné le monolithe. « Mais je me ferai un plaisir de t'aider moi-même. »« Je me débrouillerai, » répondit Lancelot. « L'accoutrement de mon champion est exactement le même que le tien, » dit Merlin. « Même arme, même tranchant d'épée. Je ne l'ai pas avantagé d'un fil. Je n'ai jamais aimé vos jeux de mots. » Lancelot flatta son cheval, puis sortit un petit fil rouge de son portefeuille et le noua à la hampe de sa lance. Il posa sa canne contre le dolmen et commença à revêtir l'armure. Merlin, dont les cheveux et la barbe étaient devenus presque noirs, s'éloigna de quelques pas et de la pointe de son bâton se mit à tracer un diagramme dans la boue. « Tu avais jadis une préférence pour les destriers blancs, » observa-t-il. « Mais il m'a paru opportun de t'en fournir un d'une autre couleur puisque tu as abandonné les idéaux de la table ronde et trahi ainsi la mémoire de Camelot. »« Au contraire, » répliqua Lancelot, jetant un coup d'œil sur le ciel ébranlé soudain par un roulement de tonnerre. « Dans la tempête, n'importe quel cheval convient au dernier champion de Camelot. » Merlin continuait à fignoler le motif qu'il traçait tandis que Lancelot s'équipait lentement. La brise soufflait toujours, chassant la brume. Un éclair effaroucha le cheval, Lancelot le calma. Merlin le regarda un moment, d'un air ébahi et se frotta les yeux. Lancelot se coiffa du casque. « L'espace d'un instant, dit Merlin, tu m'as paru changé. »« Vraiment ? Des robades magiques, à ton avis ?» Il fit sauter d'un coup de pied la pierre qui maintenait les rênes en place et monta sur les talons. Merlin s'éloigna du schéma enfin terminé, hochant la tête tandis que le chevalier se penchait pour empoigner sa lance. « Tu sembles avoir encore une certaine force, » dit-il. « Vraiment ?» Lancelot leva sa lance et la mit en arrêt. Avant de saisir le bouclier qu'il avait suspendu aux côtés de la selle, il leva sa visière et regarda Merlin. « Ton champion paraît être prêt, dit-il. Moi aussi. » À la faveur d'un nouvel éclair, Merlin vit un visage sans rides, au regard clair, une frange d'or pâle sur le front. «
Quelle magie les années t'ont-elles enseigné ? Demanda-t-il. Prévoyance, et non magie, répliqua Lancelot. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Lorsque je suis retourné à la grotte pour y récupérer ma canne, j'ai bu ce qui restait de ton élixir. Il rabaissa sa visière et se détourna de Merlin. Mais tu marchais comme un vieillard. C'est le fruit d'une longue pratique. Et signe à ton champion. Merlin éclata de rire. Parfait. C'est mieux ainsi. Je te verrai tomber en pleine possession de tes forces. Tu n'espères tout de même pas l'emporter sur un esprit. Lancelot se couvrit de son bouclier et se pencha en avant. Alors qu'attends-tu ? Rien, dit Merlin. Tue-le, Axas, cria-t-il. Une pluie légère se mit à tomber tandis que les chevaux de leurs pas lourds traversaient le terrain. Fixant son adversaire, Lancelot s'aperçut que des flammes tremblotaient derrière sa visière. Retardant ce geste au maximum, il dirigea la pointe de sa lance droit vers le casque flamboyant du creux chevalier. Éclairs et tonnerres s'intensifièrent. De son bouclier, il écarta la lance de l'ennemi, tandis qu'il se préparait à frapper la tête qui fonçait sur lui. Arrachée des épaules du creux chevalier, elle rebondit sur le sol, rougeoyante. Il poursuivit sa course jusqu'à l'extrémité du champ clos et fit demi-tour. Il vit alors que son adversaire décapité faisait de même. Et derrière lui se tenaient deux personnes, non plus une seule, comme un instant auparavant. Morgane la fée, vêtue d'une robe blanche, cheveux roux flottant au vent, faisait face à Merlin. De l'autre côté de son diagramme, ils semblaient se parler, mais Lancelot n'entendait pas leurs paroles. Morgane leva les mains, et elle luisait comme un feu sans chaleur. Le bâton de Merlin rayonnait lui aussi, et il l'agita devant lui. Mais Lancelot ne vit plus rien, car le creux chevalier était prêt pour un second assaut. Il mit sa lance en arrêt, leva son bouclier, se pencha et lança sa monture. Tandis qu'il galopait sur le terrain, son bras lui semblait dur comme le fer et sa force comparable à un puissant courant électrique. La pluie tombait dru maintenant et les éclairs ne cessaient de zébrer la nuit. Un roulement de tonnerre continu couvrait le bruit de la galopade et le vent sifflait sur le casque de Lancelot dont la lance visait le bouclier de son ennemi. Ils se heurtèrent avec un énorme fracas. Les deux écuyers vacillèrent et le creux chevalier fut désarçonné, son bouclier et sa cuirasse percés d'une lance brisée. Son bras gauche se détacha dans sa chute. Sa lance éclata et il perdit son bouclier. Mais il se releva presque aussitôt, dégainant sa longue épée de la main droite. Lancelot mit pied à terre, se débarrassa de son bouclier et dégaina, lui aussi, son épée, à deux mains. Puis il se porta à la rencontre de l'ennemi sans tête. Ce dernier frappa le premier et Lancelot para le coup. Le choc se répercuta sur toute la longueur de ses bras. Il frappa à son tour, mais le coup fut détourné. Ils croisèrent le fer crânement sur tout le terrain jusqu'au moment où Lancelot, voyant une ouverture, frappa son coup le plus violent. Le creux chevalier culbuta dans la boue. Son plastron fendu presque jusqu'à l'endroit où le bois de la lance faisait saillie. À ce moment, Morgane la fée poussa un cri perçant. S'étant retourné, Lancelot vit qu'elle était tombée sur le motif que Merlin avait tracé. Le magicien, baignant maintenant dans une lueur bleuâtre, leva son bâton et s'avança. Lancelot fit un pas dans leur direction et il sentit une grande douleur au flanc gauche. Tout en se tournant vers le creux chevalier qui, à moitié relevé, se préparait à lui porter un nouveau coup d'épée, Lancelot, étreignant son arme à deux mains, lui imprima une direction nouvelle, la brandissant bien haut, pointe vers le sol. Il se lança sur son ennemi, perça sa cuirasse de part en part, le clouant au sol. Un cri perçant jaillit qui retentit dans l'armure,
et une boule de feu s'échappa de l'ouverture du cours. Puis la flamme s'éleva rapidement et, jaillissant sous la pluie, vacilla et s'éteignit au bout de quelques instants. Lancelot s'agenouilla, puis lentement se leva pour se tourner vers les deux êtres qui se faisaient face. Tous deux se tenaient maintenant dans la boue du dessin magique aux motifs géométriques, baignés l'un et l'autre d'une lueur bleuâtre. Lancelot fit un pas vers eux, puis un second pas. « Merlin !» cria-t-il tout en s'avançant vers eux. « J'ai fait ce que j'avais annoncé, et maintenant je vais te tuer !» Morgane la Fée se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Non !» cria-t-elle. « Sors du cercle, fais vite, je le retiens ici. Son pouvoir décline, bientôt ce lieu ne sera plus, va !» Lancelot hésita un court instant, puis fit demi-tour et se dirigea aussi rapidement que possible vers la périphérie du cercle, tandis qu'il allait parmi les monolithes. Le ciel paraissait en ébullition. Il fit encore une douzaine de pas, puis dut s'arrêter pour souffler. Il se retourna pour jeter un regard sur le lieu du combat. Les deux personnages étaient encore enlacés en une étreinte magique. Cette scène se grava dans son cerveau lorsque les cieux se déchirèrent, lançant un jet de feu sur l'extrémité opposée du cercle. Ébloui, il se protégea les yeux de la main. Lorsqu'il la rabaissa, il vit les pierres tomber silencieusement ou disparaître. La pluie se calma aussitôt. Magiciens et magiciennes s'étaient évanouis en même temps qu'une partie de la structure mégalithique. Les chevaux s'étaient éclipsés. Avisant une pierre de bonne taille, il allait s'y asseoir. Il se défit de sa cuirasse, la laissant tomber à terre. Son flanc gauche l'élançait et il le comprimait fortement. Il se plia en deux et reposa son visage sur sa main gauche. La pluie allait en diminuant et finalement cessa. Les brumes réapparurent. Il respira profondément et revécut le conflit. C'était cela, oui. C'était là, ce pourquoi il avait survécu à tous les autres, ce qu'il avait attendu si longtemps. Tout était terminé, il allait pouvoir se reposer. Après avoir perdu conscience pendant un certain temps, il fut ramené à la réalité par une lumière fixe qui filtrait entre ses doigts et lui perçait les paupières. Il baissa la main, leva la tête, ouvrit les yeux. L'objet passa lentement devant lui dans un halo de lumière blanche. Il ôta ses doigts poisseux de son flanc gauche et se leva pour le suivre. Solide, rougeoyant, glorieux et pur. En commune mesure avec l'image de la grande salle, l'objet l'entraîna sur la plaine éclairée par la lune, de l'obscurité à la clarté, à l'obscurité jusqu'au moment où, enveloppé de brume, Lancelot l'atteignit enfin et l'étreignit. Ainsi s'achève le livre de Lancelot, dernier des nobles chevaliers de la Table Ronde, et ses aventures avec Raxas, le creux chevalier, et Merlin et Morgane la Fée, dernier des sages de Camelot, dans sa quête du Saint Graal. Quo fas et gloria docunt.